dans un enchaînement que seuls les médias arrivent à gérer, je demande à Martin Hajdari, le président de l'ARCOM, de nous rejoindre. Il y a des similitudes tout de même. Je cherchais désespérément un point de liaison. Monsieur le Président, un point de liaison entre les deux univers que l'on propose là. Mais vous êtes aussi en charge depuis maintenant un peu plus d'un mois que vous êtes à la tête de l'ARCOM. Vous êtes aussi en charge de la question de la liberté d'expression. Et de cette, pendant que la salle se met en place, et de cette difficile contradiction de comment on peut à la fois être un organe de régulation qui a pour fonction de garantir la liberté d'expression. Donc l'audiovisuel public, on va en parler évidemment à cette occasion. Simplement pour vous dire, et je le dis très sincèrement, c'est pour nous un grand honneur que d'accueillir le président de l'ARCOM, puisque on en dira un mot tout à l'heure avec le prix Michel Héridon. Roch-Olivier Mestre était venu ici dans cette même salle pour parler de l'ARCOM, mais Martin Hajdari, qui était un fin connaisseur de l'audiovisuel en général, puisque, pardon si je l'oublie quelques étapes, mais Martin Hajdari a donc été directeur général à Radio France, à France Télévisions, il a été également le responsable de la direction générale des médias et industries culturelles, qui est un peu j'allais dire le bras armé, c'est pas une bonne image, qui est un peu l'émanation des politiques publiques sur la presse, les aides à la presse, etc., pendant plus de 5 ans. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui un des meilleurs connaisseurs de notre écosystème, même s'il a fait un petit détour par la culture avec l'Opéra de Paris, puisque vous étiez directeur adjoint de l'Opéra de Paris avant d'être nommé le 2 février dernier président de l'ARCOM. Et l'ARCOM qui est une instance essentielle, puisqu'encore une fois, elle est en charge de la régulation de l'audiovisuel, mais aussi de ce que l'État met à disposition des médias pour s'exprimer, et avec, on l'a vu avec C8, avec Énergie 12, mais aussi les décisions qu'impose le respect de ces questions. Donc l'ARCOM a été un peu dans l'œil du cyclone, peut-être le sera-t-il encore, et dans quelques mois, moins de 2 mois maintenant à peu près, l'ARCOM, donc Martin Hajdari ici présent, que nous remercions encore, aura en charge, en toute indépendance avec ses collègues du CSA, de l'ARCOM, pardon, oh là là, je suis au carbone 14, de nommer, ou de renommer, je ne sais pas, le nouveau ou la nouvelle responsable de France Télévisions. Ça se fera, je crois, le 22 mai, me semble-t-il. Donc au plus tard, le 22 mai. Donc un courrier, un calendrier resserré. Donc avant que nous remettions les prix tout à l'heure, c'est important pour nous que d'accueillir ce que j'appellerais ce discours de politique générale du nouveau président de l'ARCOM. Cher Martin Hajdari, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Jérôme Bouvier, mesdames et messieurs de l'association Journalisme et Citoyenneté, chers amis, bonsoir, bonjour à tous. Je ne sais pas si je ferai un discours de politique générale. Le non-renouvellement de la licence de certaines chaînes ou la nomination du prochain président de France Télévisions ne seront pas évoqués ce soir. En revanche, et sans m'aventurer sur le terrain du fait divers pour lequel je n'ai pas de compétences ni éditoriales ni judiciaires, effectivement, j'aimerais vous dire quelques mots des enjeux de la régulation audiovisuelle et numérique, des liens qu'elle entretient avec la production et la circulation de l'information et de son rôle dans notre société. C'est évidemment un peu difficile d'intervenir après le passionnant échange avec Rhys. Il y a une forme de contraste entre la complète liberté qu'incarne et la liberté qu'incarne sous malheureusement une protection dont on mesure bien le poids qu'elle doit faire peser tous les jours, mais cette liberté poussée à son extrême, et puis une régulation qui est souvent vue comme étant une façon de brider cette liberté. C'est justement ces notions que je vais essayer d'évoquer. Régulation et information. Je sais qu'effectivement, l'association de ces termes ne va pas de soi, notamment pour des journalistes, en particulier de presse écrite.
Du point de vue de l'ARCOM, cette association d'idées entre régulation et information, elle est fondatrice, puisque nous avons pour mission, une de nos missions principales, de veiller à ce que les services audiovisuels suivent certaines règles en matière d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme de l'information, des règles dont l'objectif est de s'assurer que le grand public bénéficie sur les chaînes de télévision et de radio d'une information professionnelle, vérifiée, afin que tous les courants de pensée puissent s'exprimer, afin que chacun puisse former son opinion de manière libre et éclairée. C'est donc une mission qui est au cœur de notre fonctionnement démocratique. Depuis 2019, cette mission de régulation de l'information a connu des développements assez innovants. Il y en a eu dans le domaine effectivement de la diffusion massive des fausses informations lorsqu'elles sont susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité des scrutins. On en a observé des risques récemment. Une mission qui a été reprise et étendue au niveau européen dans le cadre du règlement sur les services numériques, le RSN ou DSA en anglais, sur lequel je dirai quelques mots tout à l'heure. Plus récemment, avec le règlement européen sur la liberté des médias, lui aussi adopté en 2024 suite à quelques mouvements inquiétants à l'est de l'Europe, l'ARCOM et ses homologues européens régulateurs s'est vu confier une mission plus générale de contribution à l'intégrité de l'espace informationnel. Alors c'est un terme un petit peu barbare. C'est quoi l'intégrité de l'espace informationnel? C'est l'ensemble des dispositifs qui permettent de protéger la qualité, la fiabilité des informations mises à disposition des citoyens et finalement de renforcer la confiance dans les institutions, dans les processus électoraux. Aujourd'hui, ces deux missions de régulation et d'information sont confrontées à une double menace qui leur est en quelque sorte commune. La première de ces menaces, elle a été assez largement documentée par les États généraux de l'information. C'est celle d'un affaiblissement des médias traditionnels pour des raisons à la fois économiques, technologiques, sociales ou sociétales, avec des manifestations diverses, ce qu'on appelle la fatigue informationnelle des usagers, la défiance envers les médias traditionnels, la concurrence des réseaux sociaux. Selon une étude que nous avons publiée en 2024, 53% des Français s'informent quotidiennement d'abord sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour les jeunes, et 61% déclarent éviter l'information parfois ou souvent, donc se tenir volontairement à l'écart de l'information. Alors je crois que le baromètre présenté tout à l'heure pouvait aussi donner des signaux plus encourageants, mais voilà, il y a cet affaiblissement des médias traditionnels qui est aggravé par la baisse des recettes publicitaires, les contraintes sur les financements publics qui fragilisent le modèle économique. La seconde menace plus récente, finalement depuis quelques années tout juste, qui vise la régulation au sein même de nos démocraties. Elle est le fruit de deux tendances qui peuvent paraître contraires mais qui se conjuguent. La première, c'est une orientation qu'on peut qualifier d'illibérale, plus ou moins appuyée, qui s'est exprimée plutôt à l'est du continent, qui s'exprime maintenant un peu partout dans nos sociétés et qui tente à saper les fondements de la liberté d'expression et de communication. Et puis de l'autre côté, une nouvelle forme de libertarisme, dont je n'ai pas besoin de situer l'origine géographique, qui entend s'affranchir de tout encadrement et donc de toute protection, notamment pour les plus faibles. Ce sont deux menaces qui se fondent pour la première plutôt sur la propagande et la censure, et pour la seconde sur la liberté du plus fort, c'est-à-dire de celui qui dispose des ressources financières et de celui qui contrôle les algorithmes. Entre ces deux approches, entre le libéralisme et le libertarisme poussé à son extrême, il y a de la place pour d'autres modèles, des modèles européens, un modèle français, qui est celui posé par la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986, qui garantit la liberté de communication. C'est son objet premier, la liberté, mais qui l'encadre, c'est la responsabilité des éditeurs au service d'objectifs d'intérêt général, le respect de la dignité de la personne, le pluralisme, la protection, celle de l'enfance, celle de l'ordre public, qui sont des objectifs des intérêts supérieurs.
C'est d'ailleurs sur un des points, et c'est un des éléments importants de distinction entre la presse et l'audiovisuel. La responsabilité des publications de presse, elle est appréciée par le seul juge judiciaire, la loi de 1881, alors que la régulation audiovisuelle, depuis 1986, est confiée à une autorité indépendante, administrative mais indépendante, et cette distinction, historiquement, elle est justifiée par l'attribution aux éditeurs de télévision et de radio de fréquences, des fréquences qui leur permettent de toucher gratuitement, simultanément, des millions de foyers et d'avoir ainsi un impact démultiplié par la force de suggestion des images, d'avoir un impact massif sur le débat d'idées et la vie culturelle et démocratique. C'est de cette puissance de diffusion que résulte ou qui justifie les règles de régulation audiovisuelle qui se distinguent de la plus grande liberté dont bénéficient les éditeurs de presse. Évidemment, en 40 ans, depuis l'époque où ces règles ont été posées, les modes de diffusion ont considérablement évolué. Et c'est désormais, au regard des enjeux d'une diffusion tout aussi massive, mais sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéo, que le droit français et européen ont renforcé et étendu les missions du régulateur en France et ailleurs sur ces nouveaux supports numériques, en s'appuyant, s'agissant de l'Arcom, sur l'expérience que nous avons de la régulation des contenus, mais en l'adaptant aux spécificités des nouveaux acteurs en ligne, car on ne régule pas de la même façon la multitude infinie des contenus circulant sur ces plateformes, qui circulent selon des modalités dictées par des algorithmes opaques et puissants, comme ce que l'on fait pour les télévisions, comme ce que l'on fait pour des programmes de télévision classiques. Alors, je vous prie de m'excuser, je vais rentrer sur une description du système européen. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais c'est tout de même assez eurocratique, donc pas forcément le plus propice à la communication. Mais en quelques mots, peut-être, vous dire que le choix a été fait face à ces nouveaux acteurs du numérique, face au constat fait sur la circulation d'informations sur les réseaux numériques, d'une régulation que l'on qualifie de systémique, qui se concentre non pas sur chacun des contenus, mais sur les risques structurels liés à la diffusion, notamment de l'information, en s'intéressant aux très grandes plateformes, aux très grands moteurs de recherche, des acteurs caractérisés par un nombre d'utilisateurs supérieur à 45 millions. 45 millions, pourquoi ? Parce que cela représente 10% de la population européenne. Et des acteurs que vous connaissez, ce sont les Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Google. Ils sont une vingtaine en tout. Et sur leur réseau se manifestent, se caractérisent des risques qui sont tout aussi identifiés. La haine en ligne, la diffusion massive d'informations fausses et dangereuses, que ce soit en termes de santé publique ou pour les processus électoraux, la mise en danger des mineurs, sans compter les arnaques, les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et toute une série de risques qui sont aujourd'hui connus avec de plus en plus de précision. Que demande-t-on au niveau européen et dans chacun des États membres à ces nouveaux acteurs, à ces grandes plateformes ? Eh bien, on leur demande d'identifier plus précisément les risques que génère leur utilisation et de prendre des mesures pour les atténuer, pour les réduire. Par exemple, en étant transparente sur les algorithmes pour que chacun des utilisateurs sache comment fonctionnent les algorithmes et éventuellement comment il peut les adapter, les contourner ou les refuser ou les paramétrer. On leur demande d'identifier, de marquer, de labelliser les contenus qui sont sponsorisés ou qui sont éventuellement issus de l'intelligence artificielle, ce qui pour l'information est évidemment un enjeu central. On leur demande de traiter rapidement les signalements de contenus illégaux que leur adresse une catégorie d'acteurs que sont les signaleurs de confiance. Les signaleurs de confiance, ce sont des associations, des ONG, qui sont reconnues pour leur expertise, qui sont agréées par le régulateur. Et nous, en France, l'Arcom, nous avons reconnu il y a quelques mois un régulateur, un signaleur de confiance e-enfance dans le domaine de la protection de l'enfance. On va le faire prochainement dans les domaines de la protection des droits de propriété intellectuelle, comme dans le domaine de la lutte contre la haine en ligne ou de la protection des consommateurs. Toutes ces obligations, elles sont très nombreuses. Si elles ne les respectent pas, les plateformes s'exposent désormais
à des sanctions très importantes, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Et même si parfois les procédures sont un peu longues, on sait que la Commission n'hésite pas, depuis quelques années, à décider de sanctions, d'amendes qui peuvent atteindre des centaines de millions, voire des milliards de dollars. C'est tout l'enjeu de la crédibilité de cette régulation au niveau européen, où la Commission a une compétence centrale. La Commission a commencé depuis 1 an à engager des procédures, des enquêtes formelles sur la modération des contenus, sur le fonctionnement des algorithmes, ou encore sur les dernières élections en Roumanie, en demandant des informations précises à TikTok, à X, à Meta, avec des résultats qui sont attendus pour les prochains mois. L'ARCOM, de son côté, coordinateur national du règlement sur les services numériques qui a mis en place ce système, participe à ce dispositif en enquêtant de son côté, en transmettant à la Commission les éléments de preuve qu'elle recueille en France en lien avec la société civile, avec le monde de la recherche, avec les autorités publiques compétentes. Et nous avons ainsi récemment engagé une étude pour essayer d'identifier en France l'existence de biais de recommandation qui favoriseraient sur le réseau X les contenus postés par son propriétaire. Un constat que beaucoup de citoyens ont fait, qui aurait été fondateur de tentatives de déstabilisation des élections en Allemagne récemment. Tout ceci est supposé aujourd'hui. Il faut l'étayer. Notre rôle avec nos partenaires, c'est de l'étayer pour ensuite transmettre à la Commission et alimenter quelque part le dossier, s'il existe, que la Commission doit instruire. Cette architecture de la régulation du numérique, elle est à la fois très récente, elle date d'1 an ou 2, elle est très ambitieuse et ce n'est pas un hasard si elle est contestée très fortement par l'administration américaine comme étant liberticide et protectionniste. Il faut maintenant lui permettre de se concrétiser et c'est ce à quoi l'ARCOM consacrera toute son énergie. Un exemple de cette régulation du numérique, peut-être plus concret pour chacun, c'est celui de la protection des mineurs, et tout particulièrement en matière de vérification de l'âge pour l'accès aux sites pornographiques, qui est un enjeu qui suscite beaucoup d'émotions et beaucoup d'attentes dans la société. L'ARCOM a, en conformité avec le cadre européen, été chargé en 2024 de poser des règles, un référentiel pour permettre cette vérification de l'âge sans compromettre la préservation de la vie privée. Et nous avons publié un référentiel et nous venons d'enclencher les premières mesures pour pouvoir, au bout du compte, faire bloquer par les fournisseurs d'accès à Internet ou déréférencer les sites qui ne respecteraient pas ce référentiel. Vous le voyez, après des années de statu quo où les acteurs numériques ont pu développer leurs services à l'écart de toute réelle responsabilité, une régulation multiforme se met en place et elle vise, et je pense elle finira dans les prochains mois, prochaines années, à répondre à la grande diversité des enjeux et des risques auxquels nous sommes confrontés. Cette régulation, elle est contestée et je crois que c'est important d'avoir bien en tête ce qui est en cause, à savoir la lutte contre des ingérences, des attaques extérieures, la lutte pour la qualité et l'honnêteté de l'information, la diversité des courants de pensée, le respect de la dignité des personnes humaines, en somme, ce qui fonde notre modèle démocratique que nous devons défendre, quitte à faire évoluer les règles de régulation. Et c'est le deuxième point de ce que je voulais vous exposer, ce sont les évolutions des règles de régulation, plus particulièrement dans le domaine de l'information, en m'éloignant un peu cette fois-ci de sa dimension numérique et européenne, en sachant que la période récente a été marquée par d'importants travaux, que ce soit à Bruxelles avec le règlement européen sur la liberté des médias ou avec les États généraux de l'information, qui ont abouti à un grand nombre de propositions, de réflexions, pour certaines consensuelles, pas tout à fait toutes, je crois que certaines sur les agréments de directeurs de rédaction ou secret des sources donneront encore lieu à de nombreux débats, mais il y a quand même eu un consensus extrêmement intéressant sur plusieurs propositions. Et ces propositions devraient pouvoir nourrir un prochain projet de loi annoncé par le gouvernement pour septembre, et dont certaines dispositions pourraient nous concerner à la fois la presse et l'ARCOM, et je vais en dire quelques mots très rapides. Une première série de mesures pourrait consister à renforcer
les dispositions actuelles en matière d'éthique et de gouvernance afin de garantir l'indépendance éditoriale des médias audiovisuels comme des éditeurs de presse vis-à-vis des intérêts économiques des actionnaires et des annonceurs. Ce sont des mesures assez attendues et je pense qu'elles sont bienvenues. Une autre catégorie de mesures issues cette fois-ci du règlement européen consiste à demander à tous les médias audiovisuels écrits de rendre public le nom de leurs propriétaires directs ou indirects dont la participation au capital est susceptible d'influencer la prise de décision. Un but très simple, faire la lumière sur l'actionnariat des médias et en informer largement le public qui doit savoir qui décide de quoi, comme nous le faisons déjà à l'Arcom pour les chaînes de télévision. Enfin, et c'est peut-être le point le plus à la fois complexe et intéressant, le règlement européen invite chaque État membre à renforcer les règles de contrôle des concentrations, de contrôle des opérations de concentration pour mieux évaluer les effets sur le pluralisme et l'indépendance éditoriale en ne se contentant pas d'appliquer des règles média par média, comme on le fait aujourd'hui en France, avec d'un côté la télévision, de l'autre la radio, plus loin la presse et rien sur les plateformes numériques, mais en prévoyant un cadre d'analyse globale à 360 degrés pour toute opération de concentration multimédia, pour apprécier s'il y a un risque pour le pluralisme. C'est un chantier passionnant, complexe, sensible. C'est un chantier auquel, évidemment, l'Arcom sera tout à fait disposé à participer dans les prochains mois en fonction des choix que le gouvernement pourra faire. Et puis, je finirai sur une dernière réflexion, là aussi en lien avec ce qui a animé les États généraux de l'information. Si l'on renforce, comme je viens de l'évoquer, le contrôle sur les concentrations externes, pour conforter justement ce pluralisme externe, alors il n'est pas illégitime de s'interroger sur les conséquences à en tirer sur le pluralisme interne qui s'impose aujourd'hui à chaque média audiovisuel. Pour les chaînes de télévision, à la différence de la presse, les antennes doivent assurer au sein de chacune un pluralisme des courants de pensée et des opinions. Eh bien, si on contrôle de manière de plus en plus stricte le pluralisme externe, alors il faut se demander en regard, comme les États généraux l'ont engagé, si les mêmes règles, 40 ans après avoir été posées, doivent toujours s'appliquer en matière de pluralisme interne. C'est une question qui se pose avec d'autant plus d'acuité que depuis février 2024, sollicité par Reporters sans frontières, le Conseil d'État a étendu le champ du contrôle du pluralisme interne par l'Arcom, qui porte maintenant non seulement sur le temps de parole des invités, mais également sur l'ensemble des programmes concourant à l'information. Et nous avons commencé à mettre en œuvre ces règles plus larges de contrôle du pluralisme au sein de l'Arcom. C'est assez complexe, mais nous allons mettre en œuvre ces règles qui s'imposent à nous. Il me semble que dans le même temps, il serait assez légitime de poursuivre la réflexion sur la meilleure articulation entre pluralisme externe et pluralisme interne à la lumière de l'évolution du paysage médiatique. Voilà ce que sont les grands enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés et que je trouve en ce début de mandat. Et j'espère avoir pu vous faire partager l'importance que l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique attache à la place de l'information dans sa mission de régulation, qu'elle porte sur les modes historiques de diffusion ou sur les nouveaux supports numériques. Cet attachement découle du rôle central de l'information professionnelle comme matière première de la liberté d'expression et du débat démocratique. Et cet attachement porte tout autant sur la protection de ce système, de ce modèle contre les menaces nouvelles, que ce soit les deepfakes, les manipulations algorithmiques, que sur le soutien au modèle économique de la production d'informations professionnelles, parce qu'une information de qualité a évidemment un coût et un prix, et les financements publics comme privés doivent être au rendez-vous. Sur ce point également, nous serons à vos côtés. Je terminerai par un mot d'hommage à Michèle Léridon, que j'ai eu la chance de connaître lorsque je siégeais au conseil d'administration de l'agence France Presse, où elle a très longtemps œuvré, puis lorsqu'elle a rejoint le collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'ai pu apprécier, comme beaucoup d'entre vous, son très grand professionnalisme et sa passion pour son métier, autant que ses qualités humaines.
Et ce sont des qualités que je suis très très heureux de voir honorées tout à l'heure lors de la remise du Grand Prix du livre de journalisme qui porte son nom. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président, Martin Hajdari. Le débat qui nous a occupés pendant toutes ces assises, mais aussi particulièrement hier après-midi dans l'Agora des assises sur la manipulation de l'information, le rôle des plateformes est au cœur de ce que vous avez pu dire. Et sachez en tout cas que les communautés qui participent à la fabrication de l'information, qu'elles soient journalistiques ou éditoriales, ou même les youtubeurs, parce que hier nous rassemblions les youtubeurs et les journalistes parce qu'il y a des choses à se dire, nous sommes à votre disposition pour avancer dans toutes les réflexions que vous avez, parce que votre responsabilité est énorme à l'heure justement de cette guerre informationnelle, de ces deepfakes qui menacent les fondements même de la démocratie. Donc merci à vous d'avoir accepté de venir présenter vos préconisations et vos axes aux assises du journalisme. Je vais maintenant laisser la parole à la remise des prix des assises qui clôt traditionnellement, non pas cette semaine, parce qu'il y a le salon du livre du journalisme le samedi à la Bibliothèque centrale, mais la présidente du jury se prépare et celle qui préside la scène se prépare également. Je vous souhaite une très bonne soirée de remise des prix. On essaye chaque année avec le jury des assises de distinguer le meilleur du journalisme sur 5 prix notamment, dont celui qu'évoquait le président Hajdari avec la remise du Grand Prix du journalisme de l'année, le prix Michel Léridon, depuis que Michel Léridon, qui était une compagne de route des assises, nous a quittés.